Bon, cette fois-ci, je suis un peu plus à l'heure. J'ai enlevé mes notifications. Donc je pense que ça devrait aller beaucoup mieux que les dernières fois. Du moins, je l'espère. Donc aujourd'hui, je voulais parler donc, de la mort, du deuil et de l'art-thérapie dans tout ça. Ce que ça pouvait apporter, ce que c'est. Voilà, notamment, bon, je pense que c'est très important d'apporter ce sujet parce qu'il n'est pas suffisamment abordé, justement. Et il y a plein de valeurs à apporter, en fait. Donc voilà, moi-même, je découvre plein de choses. Alors, je ne vais pas pouvoir, je pense, aller trop dans le détail de tout en une demi-heure. Je vais essayer donc de faire, voilà, de faire au mieux pour quand même tout balayer. Je pense que j'ai fait un petit planning qui devrait être pas mal. Mais du coup, je vous propose qu'on se retrouve ceux qui sont intéressés. Donc dites-moi en commentaire en fait si vous êtes intéressés pour qu'on fasse un webinaire. Donc dans lequel du coup vous pourrez participer aussi. Ce sera plus sympa. Et en fait sur le sujet, vous verrez de toute façon avec le live déjà si le sujet vous parle. Et donc on pourra aller plus en profondeur sur un webinaire d'1 heure. Déjà, ce sera plus faisable. Donc voilà, bon, je vais commencer donc à aborder ce sujet. Alors pourquoi la mort Pourquoi en parler là? Parce que déjà elle fait partie de la vie. Et en fait on l'aborde très peu en Occident. Voilà, chez nous c'est beaucoup plus caché, donc on le vit très, très intérieurement. Et bien souvent quand le partage se fait juste au moment des obsèques, et après on les oublie en fait, on évite en tous les cas de trop y penser. Et c'est toujours un moment gênant, bien souvent, d'aborder le sujet ou d'évoquer la personne qui est défunte avec d'autres personnes. Voilà, donc c'est important, je pense, aujourd'hui de remettre la mort et le deuil, en fait, à sa juste place, dans notre place de vivant aussi. En fait, l'art-thérapie, c'est un processus créatif qui permet le processus de deuil. Donc c'est pour ça que je veux l'aborder aujourd'hui. En fait, il le facilite. Il le facilite par l'expression, par la quête de sens, par la réparation et par la reconnexion à soi, et enfin ce qui permet la transformation en fait. Donc on va parler d'un mot qui est peut-être nouveau pour vous, c'est l'ethnographie. Alors qu'est-ce que l'ethnographie? En fait c'est le fait d'avoir sa relation, sa propre relation en fait à la mort, voilà, avec notre singularité, notre cadre, notre environnement, comment dire, les paramètres sociétals que l'on a, donc c'est-à-dire dans quelle société on évolue par rapport à la mort, et ce que l'on a reçu aussi, le transgénérationnel bien sûr, le côté familial, quel est le rapport à la mort dans notre famille, voilà, c'est tout ça. Donc c'est notre singularité par rapport à la mort, l'ethnographie, voilà. Alors c'est très important parce que le fait de se connaître soi-même, de connaître sa position par rapport à la mort et au deuil, en fait ça va nous permettre de pouvoir mieux comprendre l'autre quand il est dans cette position de deuil aussi, ou de mort aussi, il s'agit aussi parfois de parler de sa propre mort, et ça peut être très inconfortable si on n'est pas ok avec la sienne, en fait. Donc voilà, c'est-à-dire que si moi je suis ok avec ma propre mort, ou mon propre sens de la mort, du coup je vais être ok aussi pour accompagner une personne qui va être en difficulté, peut-être pour parler de la sienne, voilà. Alors, il y a des choses que j'ai appris déjà dans mes études, donc mes études travailleur social. Donc, ce que j'en retiens par rapport au deuil, et voilà, dans ma pratique aussi, ensuite, du coup, puisque j'ai accompagné des familles ou des personnes qui étaient dans ce cadre-là du deuil. Donc, déjà, je me souviens que Winnicott disait qu'une mère devait être suffisamment bonne en fait pour apporter un équilibre psychique à son nourrisson.
Aujourd'hui, je me dis que l'on doit être, que la mort ou le deuil doit être suffisamment vivable en fait, pour que l'on puisse aussi trouver un équilibre dans notre vie pour pouvoir continuer, élaborer des projets, élaborer le reste de notre vie. Voilà, pour moi c'était important de faire cette relation-là, parce que c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux en fait. Il y a des moments où on sent invivable le deuil. Et donc pour en sortir, en fait, il s'agit de le transformer pour qu'il soit suffisamment vivable. Il ne s'agit pas du tout d'aller l'effacer. Bien sûr, ce ne sera pas possible, mais au moins de le rendre acceptable, suffisamment vivable. Voilà. Alors, donc, il y a eu en fait des recherches par plusieurs psychologues, psychiatres, etc., quoi, donc qui ont essayé donc de faire d'élaborer des processus par rapport au deuil et à la mort. Et donc la première personne donc à avoir fait ces recherches, c'était le docteur Kluber-Ross, donc qui est une femme qui travaillait en fait auprès de personnes en fin de vie. Et donc elle avait élaboré en fait 5 étapes du deuil pour ces personnes-là. Voilà, qui était donc en fin de vie. Donc il s'agissait donc d'avoir la première étape du choc, le choc de l'annonce. Voilà, on n'a plus que tant de mois à vivre, ou tant de semaines, et voilà, le choc. Ensuite le déni, ensuite la dépression, puis la reconstruction et l'acceptation. Alors on est bien ok que c'était dans le cadre de personnes qui étaient donc hospitalisées, qui étaient en fin de vie, et qui la prenaient. Voilà. C'est un cadre complètement différent que le cadre d'une personne qui va apprendre le décès de son conjoint, par exemple, ce qui m'est arrivé. Voilà, qui était complètement soudain et du jour au lendemain. Enfin, voilà, on m'a appris son décès, quoi. Donc, alors voilà, le problème, donc voilà, c'est que ces 5 étapes-là ont été prises comme une référence, en fait, du processus de deuil. Sauf que justement, le docteur Kluber avait bien expliqué en fait que ce n'était pas du tout, c'était pas du tout dans ce cadre-là, enfin dans le cadre du deuil général que ça s'inscrivait. Donc c'est important d'avoir bien conscience de ça en fait, que ce processus de deuil en fait est très singulier à chaque personne, c'est propre à chaque personne. Ce n'est pas forcément, on va pas passer par toutes ces étapes-là forcément. Donc voilà, on peut pas le généraliser en fait. Alors donc suite à ça, donc il y a eu donc d'autres recherches qui ont été faites. Et alors donc on a eu donc plus tard le docteur Worden qui a noté lui 4 tâches à accomplir. Donc alors c'était accepter la réalité, digérer la douleur, s'accepter dans un monde sans l'autre. Et ensuite, trouver le moyen de penser à l'autre tout en continuant sa propre vie. Voilà, donc là, on passe à quelque chose d'un peu plus rationnel par rapport à la vie que l'on vit tous les jours. Voilà, où on n'est pas obligé donc, de passer par les 5 étapes en fait, de deuil qui étaient dans le cadre, je rappelle, de l'hospitalisation en fin de vie. Alors cette idée-là, ça rejoint celle de Klaas et Silverman en 1996 en fait, qui ont établi l'idée du modèle double. Alors c'est cette idée en fait de faire des allers-retours finalement, des allers-retours permanents entre cette perte, ce qui n'est plus en fait, et la nouvelle version, le monde nouveau que l'on va devoir intégrer, la vie nouvelle que l'on va devoir intégrer. Donc voilà, c'est régulièrement voilà, être donc dans cette douleur-là de ce qu'on vient d'apprendre, de ce que l'on n'aura plus à vivre, qu'on ne pourra plus vivre, et revenir à réintégrer notre réalité, de la nouveauté de ce qu'est notre quotidien. Alors ensuite, il y a eu la reconstruction de sens par Hattig et Neidberg. Alors ça, c'était en 2001. Donc on vient un peu plus vers notre époque à nous là. Alors c'est comment la séparation en fait impacte notre identité, notre sens d'appartenance à notre famille et à notre communauté. Donc là, on intègre plus l'idée d'ethnographie en fait. Donc l'impact en fait est différent suivant le contexte familial que l'on a.
suivant le soutien que l'on a aussi lorsque on apprend donc le, le décès donc d'une personne. Voilà, il est évident qu'une personne qui va pas du tout être entourée, qui va être dans un cadre familial vraiment très précaire, ne va pas vivre le deuil de la même façon, avec le même impact qu'une personne qui va être entourée de personnes bienveillantes, qui va être soutenue, qui aura un cadre social complètement sécure. Voilà, c'est complètement différent. Donc c'est toute la stabilité en général qui influe en fait sur le process de deuil. Il y a aussi le cadre du deuil collectif. Qu'on retrouve par exemple pour les enfants qui sont hospitalisés, donc malheureusement en fin de vie, et qui donc étaient à l'école auparavant. Leurs petits camarades en fait ont besoin de dire au revoir à leur ami, sauf qu'ils ne veulent pas dire au revoir à une personne, à un ami qui est amaigri, qui est malade, enfin, qui est souffrant. En fait, ils veulent dire au revoir à celui qu'ils ont connu. Donc voilà, c'est ce processus de deuil aussi qu'il va falloir accompagner. Donc voilà, j'essaie juste de vous ouvrir un petit peu l'esprit sur ce que peut être le deuil en fait, et ce qu'intègre la mort. Finalement, c'est des choses complètement différentes suivant le contexte de vie que l'on a. Suivant l'âge que l'on a, évidemment aussi, et suivant les cadres. C'est vrai que du coup, un deuil collectif va être encore différent qu'un deuil que l'on va vivre de façon solitaire. Bien sûr, bon, les deuils collectifs, on le sait, il y a aussi ceux des attentats, ceux des catastrophes. Il y a eu des avions qui se sont écrasés, et pareil, donc on n'a pas retrouvé le corps. Enfin, les corps, et là c'est encore autre chose à accompagner. Voilà comment on fait le deuil de quelqu'un dont on n'a pas la sépulture en fait. Donc c'est encore plus difficile, mais il y a toujours des moyens en fait de relier tout ça et d'arriver à faire ce process. Alors pourquoi parler de la mort? Je regarde l'heure quand même. Ouf, ouais. Je vais activer un petit peu. Je pense que je vais faire un webinaire clairement pour détailler plus après, parce que ça va être compliqué sinon de parler de tout, je pense. Mais voilà, en gros, donc pourquoi parler de la mort? En fait, c'est parce que la mort donc, est obligatoire dans le passage de notre vie. Notre propre mort même va arriver, donc qu'on se prépare ou pas, mais de toute manière, elle sera là un jour. L'art-thérapie, en fait, permet d'exprimer ce que l'on ne peut pas exprimer par des mots, finalement. Donc, voilà. En fait, en gros, c'est qu'on ressent des choses seul. Voilà. On a l'art-thérapie qui vient faire un lien et qui nous permet, en fait, ensuite de se sentir connecté. Voilà, donc on a deux grands cercles où donc on est seul et on est connecté, et les deux cercles sont reliés par l'art-thérapie en fait. C'est comme un iceberg finalement où on voit qu'une partie, ce que l'on ose dire, et tout le reste, ce sont les émotions, ce sont les histoires familiales, tout ça, donc ils sont intégrés en fait dans tout le reste de l'iceberg qui est en dessous. Tout ça, c'est l'art-thérapie qui va pouvoir le dévoiler. Voilà. Alors bon, l'art-thérapie, bien sûr, c'est très vaste, du coup, bon, je peux pas tout détailler là de suite, quoi, mais ça permet en fait de pallier finalement à ce qui n'est plus aujourd'hui. Donc voilà pourquoi en parler, parce que du coup, il y a 100 ans de ça, en fait, dans nos communes, on faisait la veille des morts, la veillée, elle se faisait dans les maisons, donc en famille. Tout le monde pouvait venir aussi, d'ailleurs, le village venait donner un dernier au revoir, une dernière salutation à la personne qui n'était plus là. Donc ouais, il y avait vraiment un gros soutien, une grosse solidarité finalement à ce moment-là. Aujourd'hui, quand on apprend le décès, le corps est de suite amené au funérarium déjà, et donc complètement exilé. Voilà, on est séparé en fait de la mort. Elle n'est plus inclue dans la vie. Et finalement, alors, donc, on se sent très seul. On est comme sans le corps finalement au quotidien, voilà, jusqu'à ce qu'il ait les obsèques. Donc on est complètement dissocié de cet événement qui est pourtant un moment de rituel très très important. Alors bon, bien sûr, il y a donc ça c'est pour le décès de quelqu'un, mais il y a aussi voilà des deuils différents qui peuvent être des deuils de situations géographiques, par exemple, où des personnes vont être expatriées. Pour elles aussi, c'est très compliqué du coup de vivre une expatriation. Il y a tellement
de deuil différents en fait enfin, je pense que réellement l'art-thérapie peut venir soulager, pallier au fait qu'il y ait un manque de communication sur la mort de quelque chose ou de quelqu'un ou le deuil en tout cas à en faire. Voilà. Alors, il y a des livres, heureusement, qui sont là donc pour complémenter, pour aider un peu si on a la capacité du coup de s'y référer. Des livres déjà pour s'exprimer, parce qu'on n'est pas toujours triste, c'est ça aussi le deuil, c'est pas forcément être triste, voilà, il faut accepter aussi le fait qu'il y a des personnes qui peuvent être en joie de voir le décès de quelqu'un, de le savoir, parce que la personne pouvait être en souffrance et donc désirer partir, donc ça peut être un soulagement en fait à ce moment-là. Moi j'ai un petit peu vécu ça quoi, quand même, hein. C'est sur le deuil de mon premier conjoint, donc c'est que j'étais très très mal à l'aise finalement du coup d'avoir ce ressenti-là. C'est parce qu'il y a eu des hauts et des bas, donc des moments où on se préparait au décès parce qu'on disait ben là voilà il va pas passer la semaine, et puis au final il est ressorti avec sa canne et tout, mais il est ressorti de l'hôpital, donc complètement bouleversé, et ça a été plusieurs fois comme ça. Donc tu sais que la première fois on est super content de le voir revenir, mais alors par contre quand il refait un coma, il est retrouvé dans un sale état en fait, donc réhospitalisé. En fait il y a des process comme ça qui se font où finalement c'est libérateur à un moment donné d'apprendre que la personne est partie, est décédée. On se dit waouh, ça y est, cet enfer là c'est fini. Alors d'accord, okay, c'est vrai que c'est mélangé en même temps avec ce truc de bon ben c'est une partie de ma vie aussi hein, qui part. Et mes enfants, du coup, bon, parce que moi j'avais une fille hein, avec cet homme-là, donc voilà, je ne savais pas du tout quoi, comment elle allait prendre les choses, comment elle allait les grandir sans son papa, mais en même temps, il était à l'hôpital tout le temps, voilà, depuis, ça faisait quand même quelques années. Donc voilà, c'était quand même quelque chose de très fatigant dans l'émotionnel. Et donc, du coup, vu que je voyais bien qu'il ne profitait plus de toute façon de ces moments où il était là, enfin, parce qu'il se déconnectait aussi hein, mentalement régulièrement, il n'était plus vraiment là. D'ailleurs, la dernière fois qu'il a vu ma fille, donc notre fille, il ne la reconnaissait pas en fait. Donc, quand il demandait où elle était, et voilà. Donc, ça peut être très perturbant. Donc, finalement, parfois, c'est libérateur aussi. Il faut pouvoir oser le dire. Le deuil peut être aussi une amertume, une colère. Parce que quand c'est quelqu'un qui a été coupable de quelque chose de grave, qui décède et qui n'a pas eu le temps d'être jugé ou d'être... c'est-à-dire que la victime de la personne peut très bien ressentir de la colère en fait et trouver une grosse injustice à ce que la personne ne soit plus là et qu'elle soit toujours là avec ce poids en fait. Voilà, c'est un traumatisme qui a besoin d'être transformé. Et donc déjà, ce sentiment-là, cette émotion-là a besoin d'être accueillie en fait. Voilà, ce sont des choses encore dont on ne parle pas très souvent et justement ça met dans l'inconfort du coup ben, la personne qui reste. Voilà. Alors bon, on a la plupart du temps serait du chagrin, de la tristesse, c'est important de pouvoir l'exprimer aussi. Donc voilà, mais en tout cas il est important de pouvoir aussi entendre, voilà pourquoi l'ethnographie est importante, parce que ça permet aussi de pouvoir écouter du coup l'autre, le recevoir en fait sans le juger. Voilà, il a besoin d'exprimer aussi à sa juste mesure. Alors il y a des livres aussi qui permettent de transformer, donc d'apporter un autre regard, de réparer, de refermer cette blessure. D'autres livres permettent de se préparer. Alors c'est se préparer à un deuil prochain. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Alors donc d'ailleurs moi j'étais pas du tout préparée finalement pour mon premier conjoint, vous voyez, et ça a été compliqué du coup pour moi à vivre. J'étais jeune en même temps, je connaissais pas encore tout ça et puis, bon, c'était voilà, j'avais fini depuis peu mes études de travailleur social et c'est que j'avais pas encore fait tout ce process. Je vous dis vraiment, pour moi c'est la vie finalement qui me forme, parce que je peux pas dire qu'elle m'a formée, elle continue à me former. Je sais très bien que j'aurai encore des choses à préparer, et déjà même mon propre départ, je suis en train de me préparer à ça. Finalement j'ai compris que j'avais besoin aussi de ça. Et alors je vous invite aussi à faire ce process-là, parce que c'est pas du tout accélérer les choses ou vivre dans la fin. C'est mieux vivre son présent finalement, et mieux accompagner les autres, aussi dans notre propre départ, mais aussi dans le départ d'autres personnes autour d'elles. C'est important d'avoir cette notion-là.
de réintégrer finalement la mort dans la vie. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que les naissances qui se fêtent, on peut aussi fêter nos départs et bien les préparer en tous les cas. Donc il y a aussi des livres là, pour le quatrième volet, c'est des livres pour se connecter. Donc au travers de rituels, d'activités justement artistiques collectives, se relier aux autres en fait. Donc voilà, je vais essayer d'aborder un petit peu tout ça. Donc je vais passer le chapitre sur l'auto-ethnographie. Donc puisque je vous en ai un petit peu parlé, voilà, en gros c'était réfléchir sur sa propre expérience de deuil, analyser votre expérience du deuil, comment vous l'avez déjà vécu dans votre vie, écrire son auto-ethnographie aussi. Alors ça, moi je pense que je vais en venir là maintenant. Je voudrais écrire justement un livre sur ma biographie et terminer avec mon auto-ethnographie en fait. Coucou, coucou Marie-Rose, coucou à Joseph, merci d'être là. Après il y a d'autres personnes, je ne sais pas qui c'est. Oui, je comprends que tu aies un peu de mal, Marie-Rose, avec tout ça. C'est que c'est normal, c'est comme je disais au début, en fait, ça fait pas partie en fait de notre quotidien aujourd'hui. Et je pense que c'est important du coup d'apprendre à l'aborder. Alors justement, voilà, ben, je vais passer en fait au cas du Mexique, par exemple. Où, au Mexique, en fait, c'est très courant. Donc ils ont la journée des morts, quoi, comme la nôtre, le 1er novembre. Mais alors c'est tellement complètement différent. C'est complètement déjà les funérailles, elles se passent donc à la maison, comme on faisait nous ici il y a des années de ça, à la maison, mais alors quoi, vraiment avec de la fête, de la couleur, c'est la joie, parce qu'on sait que c'est la libération de la personne en fait, et même si c'est un cas d'accident, en fait la mort est honorée. Voilà, elle est honorée comme une libération, donc elle est vécue en fait avec des... D'ailleurs, même sur les tombes, tout ça, en fait, ils amènent des offrandes, des choses qu'aimait la personne, voilà, quand elle est décédée. Donc, on lui offre finalement ce qu'elle aimait manger, ce qu'elle aimait faire. On passe des musiques qu'elle aimait écouter. Bon, ça c'est encore des choses qu'on arrive à reprendre, à garder ici chez nous, mais sauf qu'on le fait au moment simplement des obsèques en fait à l'église la plupart du temps. Et c'est bien dommage parce que c'est vrai que on le vivrait avec plus d'expression. Mais même, je sais qu'au Cameroun, par exemple, il y a les pleureuses donc, qui sont là pour exacerber les choses. C'est-à-dire que vraiment, elles vont en faire des caisses. Elles sont payées pour ça, en fait, pour faire des doléances, pleurer et crier. Et ça, en fait, ça permet d'emporter finalement la douleur des autres, ceux qui sont beaucoup plus touchés. En fait, elles s'expriment pour eux et ça les invite en fait à s'exprimer aussi. Donc, vous voyez quoi, c'est vrai que nous, ici, quand on vit le deuil, finalement, on a tendance à se cacher, à être mal à l'aise. Finalement, on essaye d'éviter de pleurer, de se contenir. Et quand les larmes coulent, ben, on va pas sortir les sanglots aussi. Si c'est un gros sanglot, c'est que vraiment, on est en crise de nerfs et on lâche tout et on peut plus. Et c'est fort dommage, parce que le corps a besoin de s'exprimer, le psychique a besoin de s'exprimer. Et donc voilà, ces rituels, en tout cas du Mexique, sont très importants. Et on le voit bien parce que du coup ils vivent le deuil complètement différemment. Ils ne sont pas impactés de la même façon, vraiment c'est beaucoup plus léger. Donc je comprends que tu aies du mal avec ça. Voilà, ici en Occident, en tous les cas, on a cette culture un peu plus fermée, ouais, où on pourrait essayer d'être un peu plus ouvert finalement, quoi. Et, donc c'est vrai que déjà ils font aussi des hôtels, hein, ça on peut le reprendre pour soi en fait, faire un hôtel avec la photo du défunt, et en fait il y a aussi la photo d'autres personnes autour de sa lignée familiale, donc il peut y avoir la nôtre, hein, si c'est notre famille, tout ça, et ça permet en fait de réintégrer le défunt dans la vie finalement. Alors il y a des expressions artistiques éphémères donc, qui ont été créées. Alors il y a eu par exemple, il y a toujours d'ailleurs, Yamamoto qui est un artiste en fait qui travaille le sel. Alors lui il a perdu sa sœur
donc d'une tumeur au cerveau, quoi. Et donc en fait avec le sel, il va essayer de représenter la tumeur finalement par plein de méandres. Et donc ce qui est intéressant, quoi, c'est qu'il le fait de façon collective. C'est-à-dire il va inviter en fait d'autres personnes à se joindre à lui pour créer cet art, ce tableau au sol en fait. Voilà. Et donc le sel, donc avec tous ces méandres, tout ça sur le sol, donc il y a des taches noires, donc c'est le sol au-dessous, et le sel blanc, donc ça fait ressortir des nuances de couleurs, et qui représentent finalement la tumeur qu'avait sa sœur. Et donc lui, il propose en fait au collectif de participer à l'expression de son deuil. Voilà. Et c'est vrai que des personnes qui vont avoir vécu aussi le même genre de choses vont se reconnaître là-dedans, et ça va leur faire du bien. On a aussi la technique de la chaise vide, c'est très intéressant. C'est-à-dire que en fait, c'est de la dramathérapie. C'est-à-dire que donc en fait, il s'agit de poser une chaise finalement et d'imaginer que le défunt est assis dessus et donc de lui parler, de lui dire tout ce que l'on ressent. Alors on fait ça pour les émotions, donc on peut parler à notre émotion, mais on peut faire ça pour parler à notre défunt, à qui on n'a pas eu le temps donc de tout dire finalement, ou des émotions qui viennent là et qui ne sont pas exprimées, donc suite au décès. Voilà, c'est possible de le vivre comme ça. J'espère que je vais pas trop vite parce que j'essaie de speeder un peu parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous apporter. Et, il y a la thérapie aussi donc du bac à sable aussi de Centreil. Alors cette thérapie là, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit donc dans un bac donc mettre du sable, et donc c'est très adapté pour les enfants en fait, mais ça peut être très adapté aussi pour des personnes adultes. Donc en fait on a donc des petits objets, des petits jouets en fait miniatures, donc qui représentent toutes les scènes de la vie quotidienne et qui représentent aussi donc des personnages et tout ça. Et en fait on va venir enfouir, enterrer, donc après avoir fait tout un jeu de ce que l'on a envie d'actionner. Donc bon, souvent c'est pour les enfants c'est plus simple, quoi. Donc du coup de faire leur petite scénette et donc de venir mettre sous le sable ensuite, donc enterrer ce qui n'est plus là finalement. Donc le fait de rejouer ça leur permet de faire le deuil. Donc du coup voilà, moi je pense que je vais faire ça avec mes enfants qui ont donc perdu leur papa, peut-être même les grandes aussi, hein, parce qu'elles ont aussi perdu leur père. Et donc du coup, voilà, leur permettre donc en fait de créer elles-mêmes d'ailleurs leur petit coucou Karen, de créer donc leur petit personnage, des choses qui sont importantes pour eux en fait et qui vont représenter donc des choses de leur vie importantes, et donc pouvoir enterrer ainsi les choses qui ne sont plus là. Voilà, je pense que psychologiquement c'est très important de passer par là, c'est quelque chose de très intéressant en tout cas. Et alors donc du coup, comme je vous disais, donc voilà, préparer le deuil, c'est aussi en préparant son propre départ en fait. Et alors ça, il y a une femme américaine qui a fait ça superbement bien, c'est Candy Chang, qui elle a créé en fait son premier mur à la Nouvelle-Orléans. Elle a créé un mur sur lequel c'est Before I Die, donc avant que je meure. Et donc du coup, elle a marqué Before I Die un peu partout, et elle a laissé du vide. Et chaque personne en fait vient donc marquer, écrire ce qu'elle veut faire, ce qu'elle souhaite exaucer avant de partir. Et c'est très libérateur finalement. Alors, donc c'était un premier mur, il y en a aujourd'hui 5000 dans le monde entier. Enfin, c'est devenu une vraie thérapie communautaire du coup, donc puisque tout le monde vient sur le même mur et pour exprimer sa propre émotion et finalement sa propre joie de ce qu'est en fait, c'est vraiment intégrer la vie complètement. Vous voyez, il s'agit vraiment de relier le départ à l'actuel aussi, au présent. Et je trouve ça magnifique, vraiment. En plus, c'est très beau, c'est très coloré. Vous pourrez regarder sur internet Before I Die, hein, les murs, ce que ça donne. C'est très très beau. Donc voilà, alors, je suis pile à 28, dis donc. Alors juste voilà, pour conclure simplement, je voudrais reprendre les mots donc de Charles Chagall. Marc Chagall, qui disait « Voilà, si la vie va inévitablement vers la fin, nous devons, durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d'amour et d'espoir. »
Voilà, alors je vous invite aussi à colorier donc votre propre vie d'amour et d'espoir. Moi personnellement, j'ai vraiment envie de mettre énormément de couleurs. Bon, et c'est ce qui m'anime en fait à faire des choses comme ça et aller parler. Oui, allons parler de la mort et de notre propre mort parce que ça prouve qu'on est en vie et ça nous permet aussi en même temps du coup de faire du 20-80 finalement. Voilà, d'aller vraiment sur ce qui est important pour soi aujourd'hui. Voilà, ne pas perdre de temps, pas vivre la vie des autres finalement. Prendre acte finalement de nos décisions, de ce qu'on a envie, qui on a envie d'être, voilà, qu'est-ce on a envie d'intégrer, et pas juste faire ou être ce que les autres ont envie que l'on soit. Voilà. Je crois que c'est toutes ces notions-là qui sont importantes aussi à ramener au quotidien. Donc c'est pour ça il faut parler du départ, parce que du coup, on parle de notre présent. Voilà. Écoutez, je vous envoie beaucoup d'amour et surtout, alors vraiment en commentaire, dites-moi si ça vous intéresse que l'on parle un peu plus profondément du coup de tout ça sur un webinaire. Ce sera avec grand plaisir. Alors, j'ai jamais fait ça, mais c'est ce qui m'est venu sur le moment parce que du coup, j'ai vu que j'avais tellement de choses à expliquer qu'en fait, en vrai, j'ai pas le temps en 30 minutes et 1 heure, ça me fait un peu long là de suite. Je sais que là, j'ai vraiment envie que ces lives durent juste 30 minutes, donc j'essaye de rationaliser sur ça. Mais vraiment, si vous avez des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas à me le dire. Moi, c'est un grand plaisir vraiment de faire des recherches sur ça et d'essayer d'implémenter des nouvelles valeurs finalement à ce que je vais vous apporter. Voilà, ça m'apporte aussi à moi. Donc voilà, soyons vivants, soyons connectés à soi-même. Voilà, et écoutez, passez une superbe après-midi puisque ça va être bientôt l'heure du repas. Et une très belle fin de semaine. Et un beau 1er mai. Voilà, faites du travail. Honorez-vous. Voilà. Je vous fais un gros bisou à tous. Ciao, ciao.